être ensemble du coup pendant 1 heure jusqu'à 10 heures. Bienvenue au webinaire Emploi et Handicap. Nous sommes ravis de pouvoir d'échanger et dialoguer avec vous aujourd'hui. Donc, vous voyez normalement mon écran et la présentation qu'on a préparée. Juste avant de se lancer dans le vif du sujet, je voulais juste vous énoncer un petit peu les règles du jeu, entre guillemets, de ce webinaire. Donc, vous avez votre micro coupé, votre caméra coupée, et ça, c'est tout à fait normal. On est sur un Zoom webinaire, donc c'est tout à fait comme ça que ça se passe. Pour tout ce qui est questions, vous pouvez évidemment les noter au fil de l'eau dans le chat. Donc, vous avez, quand vous bougez votre souris sur votre écran, vous avez une petite bulle qui s'appelle « Discuter ». Et là, du coup, vous pouvez tout à fait poser des questions au fil de l'eau et on y répondra à la fin du webinaire. La présentation, je vous l'enverrai après le webinaire. Donc, voilà, pas besoin, voilà, en faites comme vous voulez, mais forcément de prendre énormément de notes puisque je vous transmettrai la présentation. Et pour information, ce webinaire est enregistré pour qu'on puisse après le transmettre à différentes personnes qui n'ont pas pu venir aujourd'hui. Donc, pour commencer, moi, c'est Emma Lopez et je suis responsable de ce programme Emploi et Handicap à 21. Donc, voici comment va se dérouler l'heure ensemble. Donc, on va commencer par une présentation de 21 ainsi que de l'association OETH. Après, on vous présentera le programme Emploi et Handicap et on finira par finalement comment vous pouvez postuler à ce programme. Et à la fin, évidemment, il y aura un temps de questions-réponses. Donc, vous ne pourrez pas allumer votre micro et encore une fois, c'est normal. Mais du coup, vous pourrez poser toutes vos questions sur le chat. Et avec Pierre-Marie Lasblé qui m'accompagne aujourd'hui, on s'emploiera à y répondre. Donc, si c'est bon pour vous, je me lance. N'hésitez pas à poser des questions au fil de l'eau sur le chat. Et du coup, écoutez, si c'est bon pour vous, c'est parti. Introduction. Donc, comme promis, je vous présente l'accélérateur 21. Alors, 21, c'est l'accélérateur d'innovation sociale de la Croix-Rouge française et de Nexem, qui a été créé il y a quasiment 4 ans, en mai 2019, et qui se donne pour mission de transformer l'offre sociale, sanitaire et médico-sociale pour répondre aux besoins des personnes les plus fragiles et les plus vulnérables. Alors, 21, c'est quoi? C'est un espace de coworking. Donc, ici, au siège de la Croix-Rouge française, au premier étage, nous avons 1000 m², où je me situe d'ailleurs, d'espace de coworking pour accueillir, excusez-moi, des coworkers qui travaillent dans le domaine de l'ESS. Et nous avons également des programmes d'accompagnement. Un programme d'accompagnement qu'on appelle intrapreneur, puisqu'il est destiné aux volontaires de la Croix-Rouge française et de Nexem, c'est-à-dire aux salariés et aux bénévoles, ce qui représente un vivier de plusieurs dizaines de milliers de personnes. Et on a des programmes destinés à des entrepreneurs, c'est-à-dire des personnes qui viennent tout à fait de l'extérieur, qui peuvent résider n'importe où en France et qui ont une solution pouvant être expérimentée auprès des établissements de la Croix-Rouge française ou du réseau bénévole de la Croix-Rouge française. Donc, sur ces programmes d'accompagnement, on en a 3 qu'on lance là en ce moment. Donc, le programme Intra dont j'ai parlé. Et on a 2 programmes entrepreneurs. Le programme Impact Data qui vise à favoriser l'inclusion numérique pour la santé. Et le programme Emploi et Handicap dont on va parler aujourd'hui, dont la mission est vraiment de favoriser l'emploi des professionnels en situation de handicap dans le secteur sanitaire, social et médico-social associatif. Et du coup, pour en finir avec 21, quelques chiffres clés pour vous donner un petit peu une idée de ce qu'on fait. Donc, ça fait à peu près 4 ans qu'on existe. On a accompagné en 4 ans un peu plus de 80 solutions qu'on a pu expérimenter auprès d'une trentaine de ce qu'on appelle de terrains d'expérimentation. Voilà, on reçoit plus de 150 candidatures chaque année pour nos programmes. Et je vous en reparlerai tout à l'heure, on sollicite des mentors et des experts au sein de la Croix-Rouge française pour pouvoir développer les projets. Et du coup, je te passe la parole, décidément, pour Pierre-Marie, pour, excuse-moi, l'association OETH. Merci Martine. Oui, donc Pierre-Marie Lasblé, je suis le directeur général de l'association OETH. Alors, OETH, c'est marqué sur la diapositive, donc tout va bien. OETH comme objectif emploi des travailleurs handicapés, tout est dans son nom. Pour autant, quand même, quelques précisions.
une association peut en cacher 4300 autres, parce que derrière l'association Objectif Emploi des travailleurs handicapés, il y a en effet 4300 associations et fondations du secteur sanitaire, social et médico-social, associatif, qui, depuis maintenant plus de 30 ans, portent une politique handicap à l'échelle d'un secteur. Alors, Emma, une politique handicap, mais encore, ça veut dire quoi mener une politique handicap? Depuis 1975 et puis surtout depuis 1987, toutes les entreprises ont une obligation d'emploi de travailleurs handicapés. C'est depuis 1987, cette obligation d'emploi, elle a été fixée à 6%. Chaque entreprise de plus de 20 salariés doit embaucher au moins 6% de son effectif de travailleurs handicapés. Si on remplit son obligation, eh ben, tout va bien. Si on ne la remplit pas, on verse une contribution. Et ces contributions, elles sont mutualisées et elles permettent de financer des actions, des programmes, des actions de compensation du handicap pour les entreprises qui emploient des travailleurs handicapés. Donc, nous, on est au cœur de cette obligation d'emploi. À l'échelle du secteur sanitaire et social, les associations, les 4300 associations qui constituent ce secteur sanitaire et social associatif, ont décidé il y a 30 ans de prendre leur destin en main et de dire cette obligation d'emploi, on la fait nôtre et on va mener ensemble des actions pour recruter, pour maintenir en emploi des travailleurs handicapés dans nos établissements, parce que nous, en tant que secteur sanitaire et social, peut-être plus encore que d'autres secteurs, nous avons une obligation, j'allais dire presque morale, d'aller dans cette politique volontariste. Et donc, ils se sont regroupés autour d'un accord. Ils ont conclu un accord, ce qu'on appelle un accord handicap, c'est-à-dire c'est un accord qui est conclu entre des partenaires sociaux, des organisations d'employeurs et des syndicats de salariés pour mettre en œuvre une politique handicap, c'est-à-dire collecter les contributions qui sont dues et puis financer des actions qui visent au recrutement et au maintien en emploi. Autour de ça, notre action, l'action de l'association, alors l'association Objectif Emploi des travailleurs handicapés, elle est porteuse de cet accord et elle mène différentes actions. Des actions de financement, comme je l'ai dit déjà à plusieurs reprises, bien sûr, c'est peut-être ce qui est le plus visible, mais aussi, j'allais presque dire surtout, des actions de conseil et d'accompagnement. Notre activité, c'est de conseiller, d'accompagner les entreprises, les associations, fondations du secteur sanitaire et social dans leur politique handicap, de leur apporter des informations, de leur apporter un appui personnalisé, parce que ce n'est pas toujours évident de mener cette politique handicap. Et notre dernière activité, qui est très importante aussi, c'est puisque nous sommes à l'échelle du secteur sanitaire et social, c'est-à-dire un secteur qui a des besoins assez spécifiques, qui a des attentes aussi assez spécifiques, c'est d'inventer des solutions qui soient sur mesure pour ce secteur sanitaire et social. C'est de penser des dispositifs qui permettent vraiment de favoriser que ce soit le recrutement ou que ce soit le maintien en emploi au sein de ce secteur sanitaire et social qui a des emplois très particuliers. Beaucoup des emplois qui s'exercent à partir de diplômes d'État, les aides-soignants, les éducateurs spécialisés, les infirmiers. Donc, il faut penser toutes les actions en faveur de l'emploi des travailleurs handicapés à la lueur de ces particularités du secteur. Et c'est notre mission, donc, c'est en effet de mener ces actions et de développer des actions spécifiques au secteur. Voilà ce que je peux déjà dire autour de notre activité, de notre association. Vous l'avez vu, il y a en effet quelques indicateurs qui apparaissent, autour de 4000 associations. Ces associations, elles sont de tailles très différentes. Il y a la Croix-Rouge, APF France Handicap, donc des très grosses associations qui comptent beaucoup d'établissements. Et puis, à côté de ça, des petites structures, des petites associations de 50, 100, 200 salariés. Donc, il y a une myriade très large. Au final, on a à peu près, en effet, 17 000 établissements dans notre périmètre. Et ça représente un secteur qui est au moins supérieur à 700 000 salariés aujourd'hui. Ça veut dire que c'est un secteur qui représente un poids économique et puis un poids évidemment dans la société aujourd'hui très important. Je fais le dessin à personne, il a échappé à personne que ce secteur sanitaire et social, il est au cœur de beaucoup d'enjeux aujourd'hui. L'offre de services, je l'ai expliqué tout à l'heure, elle s'affiche en effet du conseil de l'accompagnement auprès des entreprises. Beaucoup, on ne s'adresse pas tellement en direct aux salariés ou aux candidats en situation de handicap. Ce n'est pas notre mission. On est une petite structure d'une vingtaine de salariés. Donc, nos interlocuteurs, ce sont à la fois des partenaires. Il y a beaucoup de partenaires dans ce champ
du handicap au travail. Il y a les médecins du travail, il y a les Cap Emploi, il y a les cellules de prévention des risques des insertions professionnelles au niveau de l'assurance maladie. On a évidemment Pôle emploi. Enfin, on a toute une richesse un écosystème très, très riche. Et donc, nous, on fait des liens entre nos adhérents et qui sont plus ou moins organisés autour des ressources humaines, qui ont des référents handicap parfois, parfois pas. Les référents handicap, on les forme, on les accompagne, on les anime. Donc, c'est toute cette activité d'animation de réseau, de formation, d'accompagnement, elle est extrêmement importante si on veut voir se développer cette politique handicap. Ce que je n'ai pas dit tout à l'heure, et peut-être ce qui est quand même important de préciser, non pas pour faire un cocorico, mais parce que ça permet quand même de montrer le travail qu'on a accompli depuis 30 ans, c'est que aujourd'hui, l'objectif, il est atteint. Le taux d'emploi dans le secteur sanitaire et social associatif, il est de 6%. Nous avons 6% de travailleurs handicapés dans le secteur. Alors, est-ce que ça veut dire pour autant qu'on doit s'arrêter et dire tout va bien, on a atteint nos objectifs? Non, évidemment non. D'abord parce qu'on peut faire mieux, il n'y a aucune raison de ne pas aller plus loin que ces 6%. Et ensuite, parce que ces 6%, ce n'est pas pour toujours. Il y a évidemment des travailleurs handicapés qui partiront à la retraite, qui partent à la retraite, qui parfois peuvent être, dont l'état de santé peut faire qu'ils doivent arrêter de travailler. Et donc, sans arrêt, il faut faire en sorte de renouveler et d'embaucher, de continuer à recruter et de faire toujours des efforts pour permettre aux environnements de travail dans notre secteur sanitaire et social d'être accessibles aux personnes en situation de handicap. Merci Voilà. beaucoup Pierre-Marie. Du coup, 21 et l'association OETH ont donc créé ensemble le programme Emploi et Handicap en 2020. Ah, je ne savais pas que ça allait faire comme ça, excusez-moi, petit problème de mise en page. En tout cas, c'est un programme qui a été créé en 2020 et jusqu'à présent, il y a eu 3 saisons. On parle de saison à 21, c'est-à-dire 3 promotions d'entrepreneurs accompagnés, ce qui représente au total 12 projets accompagnés. Accompagner à 21, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire accompagner à l'expérimentation, c'est-à-dire que ce que permet finalement le programme, c'est vraiment d'aller expérimenter votre projet auprès d'un ou plusieurs établissements de la Croix-Rouge française pour le tester entre guillemets en conditions réelles. Et l'objectif global de ce programme, comme je le disais tout à l'heure, c'est de promouvoir l'emploi des professionnels en situation de handicap dans le secteur sanitaire, social et médico-social. Et Pierre-Marie, du coup, je te repasse la main pour aborder les thématiques spécifiques du programme. Oui, Emma, les thématiques du programme, elles sont évidemment liées aux missions de cet accord handicap que j'évoquais. C'est-à-dire qu'on a, globalement 3 à 4 axes principaux. Favoriser l'emploi des professionnels en situation de handicap. Ça veut dire quoi? D'abord, on s'adresse à des gens qui, en effet, peuvent être des professionnels. Donc, derrière la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, il y a une palette de situations de handicap qui peuvent aller de la légère surdité à des troubles musculo-squelettiques, à des handicaps parfaitement invisibles qui peuvent être parfois des troubles psychiques ou, en tout cas, ou des maladies dégénératives. Enfin, derrière, on a toute une palette extrêmement riche de situations de santé qui peuvent amener à une reconnaissance de la qualité de travail handicapé. L'enjeu, on peut dire qu'il y a 3 principaux enjeux. Le premier enjeu, c'est de permettre des recrutements. Évidemment, le secteur, il est aujourd'hui confronté à des problèmes d'attractivité absolument majeurs. On a dans tous les établissements des postes de soignants, des postes d'éducateurs, des postes des postes éducatifs, disons au sens large, des postes de travailleurs sociaux qui sont vacants. Donc des besoins de recrutement qui sont énormes. Donc, toutes les compétences sont aujourd'hui nécessaires et bienvenues, y compris, peut-être même particulièrement, les compétences des personnes en situation de handicap. Pourquoi? Parce que bien sûr, elles peuvent avoir un handicap, mais elles sont aussi riches de cette expérience-là. Avoir traversé, peut-être réussir à dépasser sa situation de handicap, c'est avoir développé une forme de résilience dont on peut penser que ça donne des
des compétences en plus, une qualité d'empathie, des qualités d'accompagnement qui sont particulièrement utiles dans nos métiers. Donc pour nous, il y a un enjeu absolument majeur à pouvoir accompagner des parcours, des profils de personnes qui ont vécu, qui vivent une situation de maladie chronique, une situation de handicap, pour leur permettre de construire ce parcours vers les métiers de l'intervention sociale, du soin ou plus généralement les métiers du secteur. Donc, qu'est-ce qui peut aujourd'hui favoriser ces embauches, ces recrutements? Qu'est-ce qui peut jalonner ces parcours? Parce qu'on sait bien qu'entre le fait d'aller sourcer des candidats, d'aller repérer des compétences et de les amener ensuite vers un contrat d'apprentissage, une situation de formation, un emploi, ben, c'est un parcours qui est parfois semé d'embûches. Donc ça, c'est vraiment un premier enjeu très important. Le deuxième enjeu, c'est évidemment l'enjeu du maintien en emploi. Notre secteur, le secteur sanitaire et social, est confronté à des enjeux de santé au travail très complexes. Un taux d'accident du travail très important, c'est des métiers qui sont difficiles, donc qui génèrent des accidents du travail, des maladies professionnelles, des situations d'inaptitude au poste, donc beaucoup de troubles musculo-squelettiques, aussi parfois des risques psychosociaux qui sont importants. C'est des métiers difficiles, on le sait, c'est difficile. C'est compliqué à exercer dans la durée. Et donc, parfois, des situations de handicap se déclenchent en cours de poste. C'est des gens qui ont été recrutés en pleine santé et qui déclenchent des situations de handicap dans leur vie professionnelle. Pour autant, est-ce qu'on doit mettre leurs compétences à la poubelle? Est-ce qu'on doit leur dire au revoir madame, au revoir monsieur, on n'a plus besoin de vous? Ben non, il y a évidemment, d'abord parce qu'on a besoin de toutes ces compétences dans un contexte de déficit d'attractivité, mais aussi parce que c'est un gâchis épouvantable, un gâchis humain, un gâchis de compétences. Donc, il faut absolument éviter ça et permettre de maintenir soit au poste avec des aménagements de poste, c'est tout à fait possible, soit maintenir en emploi, c'est-à-dire accompagner des évolutions professionnelles, des reconversions professionnelles qui vont permettre aux salariés de continuer à exercer dans le secteur, mais autrement pour prendre en compte leur situation de handicap. Et le troisième enjeu, qui est un enjeu beaucoup plus transversal, qui est d'acculturer ce secteur. On peut penser que c'est un secteur qui a des valeurs et donc, bien sûr, embaucher ces personnes en situation de handicap, ça va de soi. Ben non, il y a je veux dire, oui, mais parfois non, parce que ça se heurte à des difficultés avec des professionnels qui vous disent, vous comprenez, le boulot il est tellement dur, si en plus on doit le confier à des personnes qui elles-mêmes sont fragiles. Donc, vous avez beaucoup de représentations à faire évoluer. Vous avez à sensibiliser, à parler aux recruteurs, à parler aux chefs de service, à parler aux collègues, à parler aux représentants du personnel, enfin tous les acteurs internes qu'il faut absolument convaincre que oui, l'emploi des personnes en situation de handicap, c'est un enjeu important et c'est une chance. Et donc, c'est tout ce travail de sensibilisation, de conviction à l'interne, et puis évidemment aussi de prévention, parce que la meilleure façon de permettre le maintien, c'est aussi de prévenir le handicap avant qu'il arrive. Donc, toutes ces actions-là, c'est ce qu'on appelle une politique handicap de façon générale, mais particulièrement dans notre secteur, elle se colore, elle se teinte d'enjeux très spécifiques liés aux besoins du secteur. Merci Pierre-Marie. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les noter au fil de l'eau sur le chat. Donc voilà, n'hésitez pas. Je crois qu'il n'y a pas encore de questions, mais il n'y a pas de mauvaises questions. Alors, les modalités d'accompagnement. Ces informations-là sont disponibles sur notre site, mais évidemment, je me permets de revenir dessus aujourd'hui parce que c'est important. Donc, l'accompagnement se déroule sur 10 mois, de septembre à juin. C'est un accompagnement individuel et qui vous permet, comme je le disais tout à l'heure, d'expérimenter votre solution auprès des établissements de la Croix-Rouge française. L'accompagnement comprend également 3 séminaires collectifs d'accompagnement qui se déroulent sur 2 jours consécutifs à 21. Donc vraiment ici, au sein des locaux de 21 qui se situent au siège de la Croix-Rouge française, au campus comme on l'appelle. L'accompagnement, du coup, vous permet de chercher, de trouver et de vous mettre en lien avec des terrains d'expérimentation. Nous mobilisons également des experts métiers, comme je le disais tout à l'heure, pour favoriser l'expérimentation et pour vous permettre d'expérimenter dans les meilleures conditions et auprès de terrains d'expérimentation adaptés. Nous vous proposons également un fonds d'expérimentation dédié à l'expérimentation et bien entendu, l'accompagnement vous permet également une mise en réseau avec la Croix-Rouge française, avec l'association OETH et avec les divers partenaires.
ainsi qu'avec la communauté, bien évidemment, d'Alumni 21. Donc, les alumni, ce sont les anciens projets accompagnés qui constituent au fil de l'eau une communauté d'alumni qui grandit. Alors, l'accompagnement se déroule en 3 phases. La première phase, c'est la phase de cadrage qui dure environ 3 mois. Et là, l'objectif, c'est vraiment de cadrer le projet d'expérimentation. On va parler de protocole d'expérimentation, c'est-à-dire qu'est-ce que vous souhaitez expérimenter, auprès de quel type d'établissement, sur quelle durée, quels sont vos objectifs, quels sont les objectifs pour l'établissement, etc. On fera également ensemble le cadrage juridique et nous chercherons à la fin de cette phase de cadrage, du coup, les terrains d'expérimentation. Donc tout ce travail-là, il se fait avec moi qui suis la responsable du programme en tant qu'accompagnatrice, mais également avec l'association OETH, donc avec Pierre-Marie et ses collègues, pour pouvoir s'assurer évidemment que du coup le projet d'expérimentation que vous allez présenter réponde aux attentes du programme. Ensuite, on passera sur la phase d'expérimentation qui, elle, va durer 6 mois. Donc, pour information, jusqu'à présent, cette phase durait 3 mois. Et on a constaté que ce n'était pas assez pour la plupart des projets. Donc, on a décidé d'augmenter cette phase-là, qui permet donc vraiment de tester votre outil, votre solution, votre produit, comme on dit, en conditions réelles. Pardon, excusez-moi, CRF, là sur la slide, ça veut dire Croix-Rouge française. Et la dernière phase, c'est la phase de bilan et de perspective qui dure 1 mois. Donc là, ce serait environ mai-juin 2024 pour cette saison-là et qui permet du coup le recueil et l'analyse des résultats de vos expérimentations. Ça peut être une expérimentation, ça peut être plusieurs expérimentations. Et c'est à ce moment-là aussi qu'on se pose la question des suites éventuelles de collaboration que vous souhaitez donner à la fois avec l'OETH et à la fois avec la Croix-Rouge française. Donc, pour vous donner un petit peu une idée du calendrier, on est donc sur un cadrage qui commencerait en fonction des vacances respectives de chacune à l'été, juillet-août, et qui se terminerait en octobre. Une phase d'expérimentation qui serait de 6 mois d'environ de novembre à, mai 2024 et la fameuse phase du coup de bilan de perspective en juin 2024. Alors, pour ce qui est des critères d'éligibilité, idem, ces informations-là sont disponibles sur notre site, mais du coup, je reviens dessus parce que c'est vraiment important. Donc, sont éligibles toute structure ayant au minimum 2 ans d'existence et portant un projet à impact social, souhaitant donc apporter, comme on l'a dit tout à l'heure, une solution spécifique aux salariés et ou employeurs du secteur sanitaire, social et médico-social. Cette solution doit pouvoir être expérimentée auprès du réseau d'établissements de la Croix-Rouge française. Et comme on l'a dit aussi, il faut que cette solution agisse dans l'un des domaines suivants, donc l'emploi et le handicap au travail, le maintien en emploi, le recrutement, ou sur la politique handicap du coup au travail. Et un critère d'éligibilité également, c'est la disponibilité, les compétences et surtout la motivation de l'équipe projet, c'est-à-dire des personnes qui portent le projet. Alors, les alumni du programme, c'était juste pour vous donner un petit peu une idée des projets qu'on a accompagnés ces dernières années. Emma, Oui, Pierre-Marie. Oui, je voudrais simplement revenir un tout petit instant sur un des critères d'éligibilité parce que c'est parfois pas forcément simple à bien percevoir. On parle du secteur sanitaire, social et médico-social. Il y a une partie importante de notre secteur, le secteur médico-social, qui accompagne lui-même, qui accueille un public en situation de handicap. Et donc, on pourrait se dire, ah ben voilà, il y a tout un travail très important d'insertion de ces personnes qui sont accompagnées par les structures. Attention, ça n'est pas notre objet. Il y a en effet des travailleurs handicapés qui sont en ESAT, en établissement et services d'aide par le travail. Il y a beaucoup de jeunes en situation de handicap qui sont accueillis dans les instituts médico-éducatifs ou qui sont dans des projets d'insertion professionnelle. Je ne dis pas qu'on ne s'y intéresse pas. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le secteur sanitaire, social et médico-social en tant qu'employeur. Voilà. Et pas en tant qu'accompagnant des personnes en situation de handicap. Je le précise et j'insiste là-dessus parce qu'il y a parfois
Et forcément, on peut comprendre, hein, on a des structures qui accueillons des dizaines, voire des centaines de milliers de personnes en situation de handicap dans nos établissements, mais ce n'est pas eux qu'on vise. Il y en a d'autres qui font ce travail-là. Nous, ce qu'on vise vraiment, c'est le secteur en tant qu'employeur. Voilà, je le précise parce que c'est un point dont on parle souvent ensemble et qui est pour nous un point d'attention. Merci beaucoup Pierre-Marie de rebondir et de préciser, c'est effectivement très important. Et si vous avez encore une fois une question à ce sujet, n'hésitez pas à la poser parce qu'encore une fois, il n'y a pas de questions bêtes et surtout, c'est important de les poser maintenant avant de remplir le dossier de candidature. Voilà, c'est quand même important. Donc, les alumni de programme, donc voilà, des projets qu'on a pu accompagner, je pourrais vous envoyer aussi la saison 3, vu que la saison 3 vient de se clôturer. Je ne vais pas repasser projet sur projet, je vous enverrai de toute manière les diapositives, là, comme je vous l'ai indiqué en début de webinaire. Mais c'était tout simplement pour peut-être vous montrer les projets qui ont déjà été accompagnés, éventuellement vous inspirer. Et aussi, voilà, si jamais ça génère des questions, c'est le moment de nous les poser. Ou après le webinaire, bien entendu, parce que je vous donnerai mes coordonnées pour que vous puissiez revenir vers moi si vous le souhaitez. Alors, comment candidater? Comment postuler? Alors, j'ai fait ce petit graphique, entre guillemets, qui, j'espère, vous paraîtra clair. Donc, l'idée, c'est que, bien entendu, vous souhaitiez expérimenter votre projet auprès d'un ou plusieurs établissements de la Croix-Rouge française. Je pourrais vous envoyer le lien vers l'ensemble des établissements de la Croix-Rouge française pour que vous puissiez peut-être plus vous projeter et vous renseigner, tout simplement. Et il faut vérifier, bien entendu, que votre projet réponde aux critères de sélection qu'on a énoncés tout à l'heure. Après, vous pouvez consulter le dossier de candidature et m'envoyer un mail à cette adresse-là si vous avez des questions. Cette adresse, normalement, vous la connaissez déjà vu que je vous ai contacté par mail récemment. Ce qui est intéressant à savoir dans votre dossier de candidature, c'est que vous pouvez le sauvegarder, c'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé de tout remplir d'un seul coup et d'envoyer votre candidature. Vous pouvez créer un compte et le remplir au fil de l'eau. Bien entendu, il ne faut pas oublier de le soumettre définitivement avant la deadline de l'appel à projet, la date d'échéance qui est le 16 avril. Donc, vous avez jusqu'au 16 avril à 23h59, c'est un dimanche, pour postuler, pour candidater. Vous pouvez donc remplir le dossier de candidature au lien que j'ai indiqué ici et dont vous disposerez puisque je vous enverrai la présentation tout à l'heure. Et voilà, votre candidature doit être envoyée avant la fin de la journée du 16 avril. Je vais vous présenter juste après le calendrier de sélection, mais du coup, si votre projet est présélectionné, on va vous demander d'assister à ce qu'on appelle l'acculturation et au comité de sélection. Alors, l'acculturation, on aura l'occasion d'en reparler, mais en tout cas, c'est un moment où on vous parle un peu plus en profondeur de 21 et de la Croix-Rouge française et où on va vous préparer au comité de sélection, tout simplement en vous expliquant comment ça va se passer et ce qui sera attendu de vous. Et le comité de sélection, du coup, pour le programme Emploi et Handicap, aura lieu le mardi 27 juin. Et si votre projet est sélectionné lors de ce comité de sélection, vous deviendrez lauréate. Alors, pareil, si ce n'est pas clair ou si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat. On pourra y répondre juste après. Et voici, du coup, le calendrier de la sélection. Donc, l'appel à projet a été lancé le jeudi 9 mars. Aujourd'hui, nous sommes le 23 mars et nous sommes au webinaire. Et l'appel à projet se clôturera donc le 16 avril. Il y a une phase d'analyse des dossiers qui va se dérouler jusqu'à fin mai, où différentes personnes de la Croix-Rouge française, de l'association ETH seront sollicitées pour noter vos dossiers et pour sélectionner les finalistes. L'acculturation, comme je l'ai mentionné, aura bien lieu le mercredi 7 juin à 9h, de 9h à 10h30. On aura l'occasion d'en reparler. Et le comité de sélection, c'est le mardi 27 juin. L'annonce des lauréats, du coup, et des lauréates sera fait fin juin, après le comité de sélection. Et l'accompagnement débutera, on verra en fonction des congés respectifs de chacun et de chacune, mais potentiellement dans le courant de l'été et au plus tard, en tout cas, en septembre.
Alors, maintenant est venu le temps de questions-réponses. Si vous en avez, n'hésitez pas à les poser. Si vous souhaitez que je revienne sur une diapositive, n'hésitez pas à me le dire. Si vous souhaitez clarifier des propos, nous avons le temps de le faire. Alors, je vais sur le chat. Alors, je vois que Otto, je ne sais pas si je le prononce bien, a posé la question suivante qui est: quel est le contenu des séminaires? Ah, ça, c'est une très bonne question. Donc, comme je disais tout à l'heure, il y aura 3 séminaires d'accompagnement collectif en présentiel à 21 pendant 2 jours consécutifs avec tous les programmes entrepreneurs ensemble. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas que les 4 lauréats et lauréates. D'ailleurs, je ne sais pas si je l'ai dit, mais il y a 4 lauréats et lauréates par saison pour notre programme, seront mélangés avec les autres lauréats des autres programmes entrepreneurs, pas intrapreneurs. Le contenu de ces séminaires, en fait, est donc un séminaire de lancement, un séminaire de mi-parcours et un séminaire de clôture. Et chaque séminaire est dédié à l'expérimentation. C'est-à-dire qu'au séminaire de lancement, on va parler notamment du cadrage juridique sur comment… Alors, je ne veux pas rentrer trop dans les détails et vous faire peur, mais il faut remplir un contrat d'expérimentation qu'on remplit ensemble pour cadrer l'expérimentation. Donc, on fait appel au service juridique de la Croix-Rouge française pour animer cet atelier, pour qu'il ou elle vous présente le contrat d'expérimentation, on vous explique à quoi il va servir, comment le remplir. Voilà, on a la même chose pour les sujets RGPD, où on a la directrice du RGPD ou sa collaboratrice de la Croix-Rouge française qui va venir animer également un atelier pour vous expliquer comment compléter le contrat du RGPD pour pouvoir expérimenter. Maintenant, donc ça c'était un exemple pour le séminaire de lancement. Le séminaire de mi-parcours, souvent on fait une demi-journée où chaque porteur de projet témoigne de comment ça se déroule pour lui ou pour elle les expérimentations. Quelles sont les difficultés rencontrées, qu'est-ce qui fonctionne super bien. On fait des ateliers de co-développement aussi, qui a toujours été vraiment apprécié, particulièrement apprécié par les porteurs de projets, pour partager justement éventuellement des problématiques, c'est le but du co-développement, pour chercher des solutions ensemble. Et après, le séminaire de clôture, l'objectif, c'est de faire le bilan des expérimentations pour savoir si les expérimentations ont répondu aux objectifs initiaux. Alors, ça, c'est une partie de la réponse. La deuxième partie de la réponse, c'est qu'on fait aussi appel à des intervenants externes sur des sujets très divers et variés. En fait, on vous consulte au début de l'accompagnement pour savoir ce qui vous intéresse le plus. Donc, on peut faire appel à des experts sur les sujets juridiques, sur des sujets de recherche de financement, sur sujets de développement personnel, c'est arrivé. Donc voilà, l'idée c'est qu'en 2 jours, on travaille à la fois sur l'expérimentation et sur des choses un petit peu plus macro, un petit peu plus globales qui peuvent vous aider. Alors, je lis une autre question qui a été posée. Pouvez-vous confirmer que le développement et l'expérimentation d'outils de suivi de travailleurs en situation de handicap en ESAT/EA, entreprise adaptée, n'est pas dans le cœur de cible de cet appel à projet? Alors, je la prends celle-là. Non, je ne peux pas le confirmer parce que c'est quand même un petit peu plus subtil que ça. Je vais prendre une image. On a l'un de nos adhérents qui nous a soumis, dans le cadre des appels à projets que nous-mêmes nous lançons en interne, un projet qui nous a beaucoup plu et que nous avons évidemment sélectionné. Cet adhérent-là gère un établissement et service d'aide par le travail avec des travailleurs handicapés. Et son idée, parce qu'il va ouvrir par ailleurs un nouvel établissement médico-social, c'est que les travailleurs handicapés de cet ESAT, il y en a un certain nombre en tout cas, qui prennent en charge les fonctions d'entretien des locaux de ce nouvel établissement, c'est-à-dire des passerelles internes. Et que finalement, en tant qu'employeur, il fasse travailler lui-même les travailleurs handicapés de ses propres ESAT. Ah là, ça nous va très, très bien, bien sûr, parce que les travailleurs handicapés des ESAT peuvent devenir des professionnels, que ce soit par le biais de mise à disposition ou même d'embauche, peuvent devenir évidemment
salariés du secteur sanitaire et social. Donc, tout ce qui permet ces parcours nous intéresse. Mais vous voyez bien que le point, ce n'est pas tant qu'ils étaient en ESAT au début, c'est le point d'arrivée qui nous intéresse, c'est-à-dire qu'ils soient au final, qu'ils soient employés, que ce soit par une mise à disposition ou par la voie du salariat, qu'à la fin, ils soient employés par un établissement relevant de l'accord, donc un établissement sanitaire, social et médico-social associatif. Sur les entreprises adaptées, c'est encore différent puisque les travailleurs handicapés qui travaillent en entreprise adaptée sont salariés, ils ont le statut de salarié. Et donc, ils sont dans le périmètre de l'accord. Et donc, comme vous l'avez vu tout à l'heure sur les alumni, il y a en effet au moins 2 projets qui potentiellement portent sur des salariés d'entreprises adaptées. Donc, les salariés d'entreprises adaptées qui relèvent de l'accord, de notre accord, sont tout à fait dans le champ, plutôt sur une problématique de maintien d'ailleurs. Voilà, j'espère avoir été suffisamment clair. C'est un poil technique, mais j'espère avoir été suffisamment clair dans ma réponse. Merci Pierre-Marie. En tout cas, si vous souhaitez approfondir le sujet, n'hésitez pas à continuer à poser des questions dans le chat. Du coup, nous avons une question de Tiffaine qui demande « Bonjour, avez-vous une préférence cette année entre des projets qui valorisent des produits, par exemple outils, plateformes numériques, ou des services, par exemple formation, programme de coaching, etc. » Pierre-Marie, je te passe la main. Je ne sais pas si on a une préférence, ça dépend des projets. En fait, je souriais parce que c'est devenu presque une sorte de blague récurrente avec l'équipe de 21, c'est qu'on a en effet vu beaucoup arriver des projets de plateforme digitale. La plateforme des plateformes, la plateforme qui fait le lien avec toutes les plateformes. Oui, c'est vrai qu'avec le temps, on s'est dit, est-ce qu'il y a encore des projets qui renouvellent, la plateforme, quoi, hein, qui réinventent la plateforme. Donc, on est peut-être un petit peu moins réceptif, mais encore, on n'est pas à l'abri d'une idée géniale autour de ça. Donc, je crois que non, on n'a pas. En tout cas, nous, on n'a pas fait au niveau de l'association OTH d'arbitrage service outil. En tout cas, c'est pas un critère pour nous. Voilà. Ce dont on a besoin d'être un peu étonné, et donc c'est vrai que le support digital ne nous a pas forcément toujours étonnés, mais je ne demande qu'à être étonné par un nouveau support digital. Merci Pierre-Marie. Et Tiffaine pose également la question suivante. Les lauréats et lauréates bénéficient-ils d'une enveloppe financière pour accompagner cette expérimentation, temps consacré, faits divers? Et elle précise qu'elle a loupé les premières minutes. Toutes mes excuses si ces réponses ont déjà été données. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais remonter un peu plus haut dans les slides, et c'est ici, où en fait, effectivement, Tiffaine, une enveloppe financière, on l'appelle le fonds d'expérimentation parce que c'est vraiment de l'argent, un fonds qui est dédié à l'expérimentation. Historiquement, on l'a appelé bourse, il y a eu différents noms pour ce fonds et différentes utilisations, mais là vraiment, on est sur un fonds de 14 000 € hors taxe, dédié exclusivement à l'expérimentation. Donc, c'est un fonds qui peut être utilisé pour les déplacements, notamment parce que parfois, vous pouvez être amené à expérimenter dans les Hauts-de-France alors que vous vivez en Corse. C'est le cas d'une des lauréates que j'ai accompagnées là. Donc, des frais de déplacement, parfois des frais de logement si vous restez plusieurs jours pour expérimenter, des frais RH, par exemple, pour une formation. Ça peut être des frais vraiment divers et variés et qui vous permettent du coup d'expérimenter dans des bonnes conditions. Donc du coup, Tiffaine, je ne sais pas si vous étiez là, mais voilà, en gros, les modalités d'accompagnement, ce qu'on propose, c'est 10 mois d'accompagnement individuel, 3 séminaires collectifs en présentiel d'une durée de 2 jours, des terrains d'expérimentation qui sont mis à votre disposition, des experts métiers aussi qui travaillent à la Croix-Rouge française et qui peuvent vous appuyer pour trouver des terrains d'expérimentation et pour expérimenter dans des bonnes conditions, le fameux fonds d'expérimentation de 14 000 € et évidemment une mise en réseau avec les différents partenaires, avec l'OETH, avec la Croix-Rouge française et évidemment vous serez
une fois que le programme sera terminé, enfin que votre saison, votre promotion arrivera à sa fin, vous intégrerez la communauté d'alumni de 21. Et du coup, Tiffany nous dit « Merci beaucoup pour ces retours, c'est très clair. » Tant mieux. N'hésitez pas à nous dire s'il faut clarifier d'autres éléments. Pour l'instant, on n'a pas d'autres questions. N'hésitez pas à m'en poser. S'il n'y en a pas non plus, n'hésitez pas à me le dire, à m'écrire un petit mot pour que je sache et que je ne vous embête pas plus longtemps. Donc, pour rappel, pendant que vous prenez le temps de rédiger dans le chat, je vous enverrai le support que nous vous présentons actuellement par mail. Nous avons aussi enregistré ce webinaire et on pourra également vous le partager ou le partager à des collègues à vous que ça pourrait intéresser. Et vous pouvez me contacter à mon adresse mail que vous connaissez déjà normalement puisque je vous ai envoyé le lien de ce webinaire qui est du coup emma.lopez1 parce qu'il y a plusieurs Emma Lopez de la Croix-Rouge française, @21-croix-rouge.fr. Il n'y a pas d'autres questions. Je me permets de répéter une dernière petite chose, si jamais vous êtes arrivé en cours de route, c'est que le dossier de candidature, vous pouvez le remplir au fil de l'eau. Vous pouvez effectuer des sauvegardes, ce qui est vraiment super, je trouve, parce que j'ai été à votre place dans un travail il y a quelques années et c'est pas toujours facile, je trouve, de remplir un dossier de candidature quand il faut le faire en one shot, d'une seule fois, d'une seule fois. Et là, vous pouvez le faire en plusieurs fois. Donc, il suffit de vous créer un compte et vous pouvez sauvegarder, compléter au fil de l'eau. Et il faut par contre soumettre votre candidature au plus tard à 23h59 le dimanche 16 avril, qui est dans à peu près 3 semaines. Bon, écoutez, on n'a pas d'autres questions. Je vais attendre encore 1 minute, sait-on jamais si vous êtes en train d'écrire. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Voilà, non, je me tiens à votre disposition. Donc, voilà, on est sur un appel à projet qui clôture le 16 avril et un accompagnement qui débuterait dans le courant de l'été 2023. Et avec le premier séminaire, qui sera le séminaire de lancement, qui se déroulera en septembre. Alors, pas début septembre, soyez rassurés, mais plutôt mi-fin septembre. Eh bien, écoutez, je ne vois pas d'autres questions. Donc, si c'est bon pour vous, je vous remercie pour votre présence aujourd'hui. Et je vous dis du coup à très bientôt, soit par mail, soit sur le dossier de candidature. Vous pouvez me contacter aussi via la plateforme pour votre dossier de candidature. Virginie nous dit merci pour ce temps de présentation. Et Tiffany, merci à vous. Merci Emma, merci à toutes et tous et à très bientôt. Merci, bonne journée. Au revoir.